Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de résultats qui viennent d'être publiés dans Gastroentérologie. Le premier auteur du papier, c'est Léonard Dubois, qui était postdoc au labo jusqu'à il y a encore quelques semaines, qui a maintenant le plaisir d'être postdoc au Japon. Et donc, évidemment, il n'a pas pu venir pour vous présenter ces résultats. Donc, je suis gastro-entérologue, je m'intéresse essentiellement aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et dans une de ces maladies, qui est la maladie de Crohn, qui va conduire à une inflammation inappropriée du tube digestif, eh bien, la majorité des patients, à un moment donné dans leur vie, vont avoir besoin d'une chirurgie pour retirer la région iléocécale, c'est-à-dire la jonction entre la fin de l'intestin grêle et le tout début du côlon. Malheureusement, cette chirurgie n'est pas curative et les patients vont récidiver pour la grande majorité d'entre eux. Et ce que l'on fait en général, c'est qu'après la chirurgie et le rétablissement de continuité, c'est-à-dire après avoir enlevé le morceau d'intestin, on va remettre en continuité le tube digestif. 6 mois après, on va faire une coloscopie pour évaluer cette récidive endoscopique. Et donc l'objectif de ce travail, c'était d'analyser le microbiote de l'intestin grêle associé à la muqueuse au moment de la chirurgie et 6 mois après, et d'identifier des facteurs prédictifs de la récidive. Donc voilà, ici vous avez un schéma de ce dont je vous parlais. La région iléocécale qui est ici, qui est très souvent atteinte dans la maladie de Crohn. Le chirurgien va enlever cette région, il remet en continuité, et c'est vraiment ce modèle que l'on utilise dans cette étude. On profite de cette cohorte nationale qui s'appelle POP-REMIND, qui est une cohorte de patients ayant cette chirurgie. C'est une cohorte prospective multicentrique et pour laquelle on va avoir des prélèvements au moment de la chirurgie, ici sur l'intestin grêle au moment de la chirurgie, et 6 mois plus tard, au moment de la coloscopie qui est faite justement pour voir si le patient a déjà commencé à récidiver ou pas. Donc vous avez les nombres de patients, enfin d'échantillons plutôt, qui sont analysés dans le cadre de l'étude dont je parle aujourd'hui. Et au niveau, lorsque la coloscopie est faite, donc le gastro-entérologue remonte jusqu'à cette jonction et va coder la sévérité de la récidive selon un score qui est utilisé partout dans le monde, qui s'appelle le score de Rutgerz, et qui va de I0 pour aucune lésion au niveau de cette région de l'anastomose, jusqu'à I4, où on a les lésions inflammatoires les plus sévères. Donc on a caractérisé par séquençage CESES le microbiote muqueux iléal chez ces patients. Ce que l'on a pu observer, c'est que la diversité du microbiote, elle était expliquée, si on prenait tous les échantillons ensemble, par le moment où on analyse, c'est-à-dire soit la chirurgie, soit 6 mois après la chirurgie, et c'est vrai que ça paraît assez évident que c'est un facteur important. Également par la topographie de la maladie de Crohn. Et puis si on s'intéressait cette fois-ci uniquement aux échantillons prélevés au moment de la coloscopie, c'est-à-dire donc 6 mois après la chirurgie, eh bien le facteur qui était le plus explicatif, c'était la sévérité de la récidive, c'est-à-dire ce score de Rutgerz dont je vous parlais. Ensuite, on peut faire des analyses assez classiques qui sont finalement de comparer les échantillons des patients qui récidivent à ceux qui ne récidivent pas en prenant un seuil. Et il y a plusieurs seuils qui sont utilisés dans la littérature. Donc ça peut être soit ici entre I1 et I2, soit il y a un sous-score entre I2A et I2B, et on peut également utiliser ce sous-score. Et effectivement, si on fait ça, eh bien, on va identifier des bactéries qui sont associées à la récidive et d'autres qui sont plutôt associées à l'absence de récidive. Mais ce score de récidive, finalement, ce n'est pas un score binaire, c'est vraiment quelque chose de progressif qui va de l'absence de récidive du tout, aucune lésion de la muqueuse, jusqu'à une récidive sévère, en passant par un gradient finalement de sévérité. Et ce que l'on fait habituellement dans toutes ces études sur le microbiote, mais aussi dans les autres types de recherches qui sont réalisées, que ce soit pour de la transcriptomique de l'hôte ou autre, c'est de scinder en deux, comme si finalement c'était noir ou blanc, les patients qui récidivent versus ceux qui récidivent pas. Alors que la réalité biologique, c'est pas celle-là, c'est celle d'un phénomène qui est plutôt progressif, qui va de l'absence de récidive jusqu'à une récidive forte avec des intermédiaires. Et donc on s'est dit, finalement, avec cette cohorte qui est assez conséquente pour
pour ce type de situation. On va essayer d'identifier finalement un processus dynamique d'altération du microbiote en fonction de la progression de la sévérité. Et donc l'idée, c'est que finalement, potentiellement, il y a certaines bactéries dont l'abondance va augmenter assez tôt dans le cadre d'une récidive inflammatoire. D'autres bactéries vont diminuer assez tôt et rester basses finalement, quelle que soit la sévérité de l'inflammation. Mais on peut aussi imaginer que certaines bactéries vont, lorsque l'inflammation est peu sévère, être modifiées de manière quantitative, mais finalement, plus tard dans le processus inflammatoire, eh bien, on verra plus de différence et ainsi de suite pour différents stades. Donc ce que l'on a fait, c'est que l'on a comparé chaque stade inflammatoire, I1, I2A, I2B, I3, I4, à l'absence de récidive, c'est-à-dire au score I0. Et donc là, vous avez une liste de taxa, de bactéries, qui sont différentiellement exprimées, différentiellement présentes entre I1 et I0, avec en rouge une augmentation, en bleu une diminution, et lorsqu'il y a des étoiles, c'est que c'est significatif. Et si on regarde la comparaison cette fois-ci avec I2A, I2B, I3 ou I4, eh bien on voit que les patterns ne sont pas forcément toujours les mêmes. Et on retrouve effectivement cette notion de vague, de dynamique, de colonisation et de décolonisation de l'intestin grêle en fonction de la sévérité de l'inflammation. Et donc si on prend deux exemples, la bactérie Faecalibacterium progenitis sur laquelle on travaille depuis très longtemps, eh bien son abondance va diminuer très tôt dans la sévérité de l'inflammation. Dès le premier stade de sévérité d'inflammation, eh bien la bactérie se casse la figure et finalement elle reste basse quelle que soit la suite. Et si on prend deux autres exemples, ici Bacteroides fragilis et Enterococcus faecium, et on voit qu'il y a une augmentation assez précoce dans le processus inflammatoire, mais lorsque l'inflammation devient plus sévère, eh bien la bactérie revient à un état finalement proche de l'absence d'inflammation, et donc ça illustre ce côté dynamique. L'autre chose, c'est que cette récidive endoscopique et ce score de Rutgers, en fait, il va porter sur des lésions qui sont présentes soit au niveau de l'anastomose, c'est-à-dire vraiment ici la suture entre l'intestin grêle et le côlon, mais aussi sur des lésions qui sont en amont au niveau de l'intestin grêle et cette fois-ci qui ne sont pas en lien avec la suture. Et d'un point de vue physiopathologique, on se dit que ce n'est pas forcément la même chose, les mécanismes sous-jacents ne sont pas forcément les mêmes. Et effectivement, lorsqu'on regarde les signatures microbiennes associées avec la récidive au niveau de l'anastomose et celles associées avec la récidive au niveau de l'intestin grêle, de l'iléon au-dessus, eh bien, on ne trouve pas les mêmes signatures, ce qui suggère que, effectivement, ce ne sont pas des phénomènes identiques. On a pu finalement comparer nos résultats à ceux d'autres études publiées sur le sujet, qui étaient globalement de plus petite taille, mais on a pu identifier un certain nombre de signaux communs. Enfin, ce que l'on a essayé de faire, c'est de prédire la récidive endoscopique, donc 6 mois après la chirurgie, en fonction du microbiote au moment de la chirurgie, c'est-à-dire au temps M0. Donc on a utilisé des approches assez classiques. Donc on prend 50% de la population, on crée un modèle prédictif que l'on va tester ensuite sur les 50%, les autres 50% de la population. Donc on a un set d'entraînement et un set d'évaluation. Et ce process-là, on va le faire un certain nombre de fois. On tire au hasard 50% de la population, on crée un modèle et on teste sur les 50% autres. Et ici, on l'a fait 100 fois. Et une des manières d'évaluer l'efficacité de prédire, c'est de regarder l'air sous la courbe ROC. Donc ici, vous avez les résultats de cette R sous la courbe ROC, c'est sur cet axe ici. Chaque point, c'est une itération de ce type de test. Et donc ce que l'on voit, c'est que si l'on essaye de prédire le score I0 versus tous les autres scores, eh bien, on a un signal positif, même si c'est absolument pas applicable en clinique, parce que c'est des R sous la courbe qui sont bien trop faibles, mais on se rapproche de 0,6. En revanche, si on essaye de prédire un autre seuil supérieur à I2A, ben là, ça ne marche pas du tout. On a vraiment une R sous la courbe de 50%. Maintenant, si au lieu d'essayer de prédire de manière binaire, on essaye de prédire par classe, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de prédire le score, I0, I1, I2, I3, I4, eh bien là, on fait mieux que le score binaire.
Et si on regroupe certains sous-scores qui sont assez proches d'un point de vue descriptif, eh bien, on fait encore mieux avec ce type de score. Enfin, si on essaye de prédire spécifiquement les lésions de l'intestin grêle de l'iléon, eh bien, on a un signal positif. Si en revanche, on essaye de prédire les lésions de l'anastomose, ça ne marche absolument pas. Et donc, ça confirme là aussi que probablement les mécanismes physiopathologiques sous-jacents sont complètement différents. On peut identifier des bactéries, bien sûr, qui participent à ces signatures, et on retrouve un certain nombre de bactéries que l'on connaît. Et puis, je vais passer ça parce que ce n'est pas forcément très important et j'ai dépassé le temps. Et donc, en conclusion, le microbiote iléal est associé avec qui est associé avec la récidive post-opératoire au cours de la maladie de Crohn, suit un processus qui est vraiment dynamique, avec des sortes de vagues de colonisation-décolonisation. Le microbiote associé avec la récidive de l'anastomose, au niveau de l'anastomose et au niveau de l'iléon sous-jacent sont différents, et donc cela suggère des mécanismes physiopathologiques sous-jacents. Et très clairement, là, on a utilisé vraiment des méthodes statistiques et une méthodologie extrêmement rigoureuse. Et ce que ces données nous montrent, c'est qu'avec le microbiote seul, on n'a absolument pas la capacité de prédire ce qui va se passer en termes de récidive, en tout cas pas de manière applicable médicalement, ce qui ne veut pas dire que si on combine ces approches avec d'autres marqueurs, peut-être qu'on pourra faire mieux. Je vous remercie. Moi, j'en ai une petite, mais du coup, vous allez regarder en métabolomique aussi? Alors, les métabolites ou... Là, ce n'est pas prévu dans cette étude précise de le faire, mais dans d'autres parties du projet, on a d'autres collections biologiques basées sur de la chirurgie, où on a à la fois du contenu intestinal, où là, on va pouvoir faire du shotgun sur le contenu, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les biopsies, caractériser aussi le microbiote muqueux de manière un petit peu plus profonde et faire effectivement de la métabolomique.